Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à ce 33e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, avec mon collaborateur F1, Guillaume Courchaine, on parle de la prochaine saison 2022 qui est à nos portes et qui débutera samedi avec les qualifications à Bahreïn et dimanche avec la course. Guillaume, ça va bien? Oui, ça va très bien. Excité de la nouvelle saison, des grands chambardements, comme on va avoir amplement le temps d'en discuter. Ça va être Absolument. intéressant. Le début de la saison 2022 commence vraiment avec les essais hivernaux de Barcelone. Les équipes présentent leur voiture pour la première fois. Mais ça commence aussi avec le dévoilement de la nouvelle saison à chaque année de la populaire série Drive to Survive. On va passer quelques instants pour en parler parce que c'est important de se rendre compte à quel point c'est devenu un phénomène planétaire, la série Drive to Survive. C'est à la base du renouveau de la campagne marketing de la F1. Puis je sais que malheureusement, tu n'as pas eu la chance de le regarder, mais avec cette série-là, on rentre vraiment à l'intérieur de ce qui se passe dans les équipes au point de savoir les stratégies de course. L'année passée, durant la bataille jusqu'à la fin de la saison, on en reviendra, là, mais de Mercedes et de Red Bull, on pouvait vraiment voir lors de la saison 4 ce qui se passait à chaque seconde, à chaque moment, dans les moments clés, quelles stratégies adopter, lesquelles ont marché, lesquelles ont été un petit peu moins efficaces. Puis on a vraiment la chance de voir les réactions des pilotes, les réactions des équipes, les réactions justement à chaud des principaux acteurs de chacune des écuries. Puis, c'est très, très rare qu'on ait la chance de se rendre vraiment dans un accès aussi privilégié. Avant, la F1 était un monde très fermé. On connaissait les pilotes, on ne savait pas trop ce qui se passait côté stratégie ni à l'intérieur des cockpits. Aujourd'hui, avec cette série-là, on a un accès direct à la vie, non seulement en dehors des courses des pilotes. On sait ce qu'ils font dans l'entre-saison, on sait ce que les écuries font, sur quoi ils travaillent. Puis ça a vraiment été au cœur de ce rebranding-là de la F1. On voulait amener ça à un public un petit peu plus jeune. Puis je pense que ça a vraiment été un succès parce qu'avant, on pouvait voir dans les courses, il y avait un excitement, une excitation, mais c'était vraiment un public qui était un petit peu plus âgé. Hein. C'était des partisans de Des Ferrari connaisseurs. beaucoup, exactement, de F1 de longue date. Ça a commencé peut-être au Canada avec Gilles Villeneuve. Mais là, on a attiré un nouvel auditoire qui, justement, a besoin de savoir ce qui se passe. En la génération d'aujourd'hui, on dirait qu'on ne peut pas se lancer dans un projet sans trop savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais Drive to Survive, ça nous permet de vraiment avoir un accès direct et de savoir qu'est-ce qui se passe avec nos pilotes favoris. Alors, si ça n'a pas été fait, je vous suggère, vous pouvez commencer avec la saison 4, qui est vraiment un retour sur la saison 2021. Mais Puis ça c'est l'a vraiment... rendu. Oui, oh non, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ça a vraiment rendu ça accessible aux gens. Je me fais arrêter dans la rue, on me dit Hey, c'est vous le collaborateur F1 du Temps d'arrêt podcast? Évidemment. Puis là, il me dit, je connaissais rien à la Formule 1, puis là, j'écoute ça, puis ça me donne envie d'écouter la course, ça me donne envie d'en apprendre plus. Donc, ça l'a rendu ce monde-là qui était, comme on avait dit, fermé, exclusif aux connaisseurs et aux amateurs de course, ça l'a rendu Ouais. accessible à tout le monde. C'était un bon build-up aussi pour le début de la saison. C'était un bon avant-match aussi. On a l'occasion, ils sortent la saison au complet quelques semaines avant la première course. On a l'occasion de regarder les 10 épisodes pour vraiment nous remettre dans le bain de ce qui s'est passé. Puis on commence la saison 2022 avec déjà la première course. Donc, honnêtement, si ça n'a pas été fait, je vous suggère vraiment la série Drive to Survive. Même si vous n'êtes pas un amateur de F1, vous allez aimer cette série-là et qui sait, peut-être ça vous donnera une certaine passion pour la course automobile parce que c'est vraiment un très, très beau sport. On va revenir, Guillaume, sur la saison 2021. Ce fut une des saisons les plus folles, rocambolesques depuis plusieurs décennies, hein, je pense qu'on peut le dire. Pour la première fois en plus de 8 ans, ben, ce n'est pas un pilote Mercedes qui a gagné le championnat des Quand on se pilotes. dit qu'il y a une égalité complète à la dernière course, c'est comme un septième match de la Coupe Stanley. Ouais. C'est
celui qui gagne le championnat. Tout pouvait arriver. Puis il en est arrivé des choses à cette course-là, même des mois après, je l'ai encore sur le cœur. Les partisans de Lewis Hamilton ont encore l'action de Nicolas Latifi à travers la gorge. Là. Quand on se dit qu'un pilote québécois et canadien a pu avoir un impact sur le championnat, mais c'était pas un impact très positif, on va en parler un petit peu de ce qui s'est passé un peu à la fin, en fait, dans cette dernière course qui était à Abu Dhabi. Oui, absolument. Les pilotes étaient nez à nez. On sait qu'à un certain moment, on avait presque donné la couronne à Max Verstappen, environ 5 courses à faire. Lewis Hamilton a eu des performances extraordinaires entre les courses 4 et 1 qui restaient. Puis finalement, Hamilton, on était nez à nez. On avait exactement le même nombre de points. Puis on a eu certaines. Les stratégies étaient complètement différentes. Hein. Max Verstappen est allé dans une stratégie de plusieurs arrêts. À partir du moment où Lewis a dû s'arrêter, on n'a pas pris le temps. À partir du moment que la course a été arrêtée, on n'est pas sorti en puits. Max Verstappen, c'est ce qu'il a fait. C'était la stratégie d'avoir des pneus neufs. Puis par après, ça a été la belle performance de Sergio Perez qui a complètement ralenti Lewis Hamilton. Là, ça a été, oui, ça, il l'avait bloqué. Il a fait un travail de coéquipier parfait, de stratégie d'équipe. Lui qui n'a pas eu une très grande année, s'est complètement racheté en bloquant Lewis Hamilton finalement dans le dernier tour. Max Verstappen a réussi à coiffer Lewis Hamilton pour lui donner son premier championnat des pilotes. Il a terminé 8 points devant Hamilton, donc c'était vraiment une course complètement folle. Mais on peut quand même le dire que c'était, pour les deux pilotes, ça aurait été mérité. Hein? Verstappen a eu 10 victoires cette année, a eu un petit peu moins de constance peut-être qu'Hamilton, mais les deux le méritaient. Là. Mais là où il y a eu controverse, c'est au niveau de l'application du règlement versus le spectacle à donner. Le directeur de course qu'il y avait là à cette époque, à l'époque, il s'appelait Michael Massey. Puis lui, il y a eu une décision à prendre. Est-ce que j'applique le règlement à la lettre? Qui voudrait dire qu'après l'accident de Nicolas Latifi qui était avec Williams, il aurait dû faire en sorte que toutes les voitures entre Verstappen et Hamilton reprennent leur place après le peloton, mais il a fait rentrer la voiture de sécurité un tour plus tôt pour pas que le Grand Prix se finisse sous voiture de sécurité, que les gens n'aient pas un bon spectacle à la fin. Lui, il voulait donner du spectacle, dire à la télé et aux partisans qui étaient sur place pour dire, regardez, on va avoir un dernier tour vraiment excitant. Par contre, ça fait en sorte que changer d'idée et que les pilotes ont été pris au dépourvu. Donc, ça a fait en sorte que ça fait toute une crise. Il y a eu des poursuites, puis tout ça. Le litige est encore là, mais ça fait en sorte que ça a amené des changements considérables au niveau de la gestion de course puis de la révision de la course, là, parce qu'il y a eu une application douteuse du règlement. Puis ça a vraiment été le spectacle versus le règlement, qu'est-ce qui prime, puis ça c'est ça. Une fine ligne entre à ne pas dépasser des deux côtés. Bizarrement, Michael Massey n'est plus dans les maintenant hautes sphères de la F1, donc probablement que bien des gens n'ont pas apprécié ce qui s'est passé. Ferrari a une bonne saison aussi, a terminé, on voit le progrès chez Ferrari, hein, on a terminé 3e, une très bonne saison de Carlos Sainz qui est le nouveau venu dans l'équipe. Une déception un petit peu au niveau de Daniel Ricciardo chez McLaren. Il a quand même terminé 45 points derrière Lando Norris. Là, c'est quand même considérable. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de. On peut entamer un petit peu de parler un peu des pilotes et des changements qu'il y a eu. C'est vrai que le changement qui a été fait il y a quelques années par Ferrari, de mettre Charles Leclerc comme numéro 1 au détriment de Sébastien Vettel qui était avec Ferrari depuis un bon bout de temps, mais ça fait en sorte que ça a amené une philosophie plus jeune, une nouvelle garde chez Ferrari. Puis, on s'entend que Ferrari, c'est comme le Canadien. Il faut tout le temps viser la victoire. On ne peut pas viser la reconstruction ou encore être plusieurs années à rien faire. Donc, il y avait de la pression. Puis tranquillement, on voit que ça s'en vient comme la troisième écurie. On le dit ça à chaque début de saison, mais là, cette année, je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour être dans le trio de tête avec Mercedes et les Red Bull. Puis du côté de McLaren, autant qu'on avait une voiture compétitive, Lando Norris a fait des super performances. C'était une adaptation difficile de Daniel Ricciardo, là, qui était avec une troisième équipe en peu d'années. Donc peut-être que ça a été difficile, l'adaptation.
Oui, effectivement, il y a eu une année pour s'adapter. Puis là, encore une fois, cette année, ils vont encore devoir s'adapter parce qu'il y a eu d'immenses changements. On en Je sais reviendra pas plus si. tard. Ouais, on en reparlera en cours de podcast. Petite prestation petit tour d'horizon des nouvelles écuries. On a la nouvelle écurie de l'année passée, Alpine, qui était anciennement Renault, a quand même terminé cinquième. Donc, on a vu des belles choses. Là. Les Alpine étaient régulièrement en P3 en qualification. C'était le retour de Fernando Alonso, une bonne saison. Du Oui. côté d'Aston Martin, ça a été pas mal plus difficile. Là. On le sait qu'il ne partait pas de rien. On avait beaucoup de bases de l'ancienne voiture, mais on a quand même terminé septième chez les constructeurs. Autant en qualif qu'en course, ça a été difficile pour Stroll et Vettel avec une voiture peu performante. Oui, parce que la stratégie d'Aston Martin, c'était un peu une stratégie similaire à Haas, qui est de prendre des pièces un peu partout de différents manufacturiers, de les mettre sur la même voiture, puis de faire en sorte que ça fonctionne. Ça a eu des bons résultats il y a quelques années. Et là, l'année passée, ils ont eu moins l'opportunité de faire ça. Ça fait que la voiture était moins compétitive. Même si on a un attachement à Lance Stroll, c'est un Canadien, un Pas eu une Québécois, grande année. c'est ça, ça a été difficile. Puis il est pas aussi. Il est quand même pas humble, je dirais. Il est souvent le premier ou un des premiers à critiquer. Quand ça fait pas Absolument. son affaire, il dit c'est bien qu'il n'a pas la langue dans sa poche, mais en même temps, ça donne l'impression un petit peu d'un bébé Peut-être pas un gâté. team player, là, même si on le sait Exactement. que c'est l'écurie de son père, là, Lawrence. Donc, sa place est peut-être cimentée, mais c'est peut-être pas le meilleur Enfin, pilote il y a avec qui encore le débat travailler. que si papa n'était pas là, est-ce qu'il serait là ou pas? C'est Ça, c'est sûr. pas à nous d'en décider, Les mais. nouveaux pilotes de l'année passée, on avait Tsunoda chez AlphaTauri, qui est un pilote très rapide, il a eu 32 points. Il est un petit peu trop téméraire. Hein. On a eu une bonne, de bons flashs, mais beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions dans son cas qui ont mené à des accidents qui ont amené qui ont amené que sa voiture ne puisse pas terminer la course. Il a terminé 78 points derrière son pilote, derrière son coéquipier Pierre Gasly. Pierre C'est Gasly. énorme. Là. Gasly, a fait, si je ne me trompe pas, il avait fait un podium, mais je pense une victoire l'année passée. Oui, oui. Puis c'est bien de voir la progression de AlphaTauri, qui avant était vraiment l'écurie B de Red Bull Ouais. et s'appelait Toro Toro Rosso. Rosso. Là, depuis quelques années, ils veulent vraiment s'émanciper et ils gèrent les choses différemment. Puis des fois, ça rapporte. Donc, si Tsunoda, comme tu as mentionné, s'il est capable dans sa deuxième année complète, d'être plus calme puis de pousser au bon moment. C'était mal parti dans les essais libres de la course de Bahreïn. Là. Il a foncé dans une Ouais. Aston Martin. Ouais, Il me semble comme tu dis, j'ai l'impression que des fois, il veut trop, puis soit que la voiture ne répond pas comme il veut, ou il prend des risques incalculés, mais ça va lui taper sur le nez s'il continue comme ça. Pierre Gasly est définitivement un des pilotes qui a des plus belles progressions dans les dernières années. On sait qu'il avait été tassé de l'écurie Red Bull. Depuis ce temps-là, ne fait que des belles performances. Donc, tant mieux pour lui et peut-être que ça le mènera à un volant sous une voiture encore plus compétitive. Très rapidement, là, les deux nouveaux pilotes de l'écurie Haas, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, sans avoir eu une bonne saison, ont eu quand même quelques bons moments, mais c'était derrière une voiture qui était franchement Ouais, déficiente. Là. Donc, c'est 0 point pour les deux durant l'année ouais. 2021. Donc, ça a été très difficile de ce côté-là. On va y Est-ce que aller. tu voudrais, tant qu'à parler de Haas, voudrais-tu qu'on aborde le cas de Mazepin et Ben, de on va la justement situation? parler justement des changements. On fait la transition avec les changements au niveau des pilotes en 2022. Beaucoup moins de mouvements que l'an passé. On va commencer avec celui-là. Hein. Alors que l'écurie Haas était toute prête à y aller de l'avant avec les deux mêmes pilotes, on sait ce qui se passe actuellement en Russie. Donc, Nikita Mazepin provient d'une famille très riche, donc avait des liens Très proche très du pouvoir. étroits avec le Kremlin et avec son président Poutine. Donc, n'a pas vraiment. À un certain moment, on aurait pensé que peut-être qu'il allait rester en poste. Du côté de Haas, on a complètement retiré les commanditaires russes. Peut-être que Mazepin n'était pas prêt justement à faire une déclaration qui l'opposait à Poutine. Donc, Haas a décidé simplement de le tasser. Là. Oui, il y avait pas vraiment le choix avec l'annulation du Grand Prix de Russie. Il voyait que la FIA voulait vraiment
pas trop faire de bruit avec ça. Puis comme tu as dit, le fait qu'il ne se soit pas distancé de tout ça, ça fait que As a dit, regarde, on veut éviter les problèmes. On va ramener un pilote qui a déjà coursé en F1, puis qui connaît bien les circuits en Magnussen. Kevin Magnussen, absolument. D'autres changements un petit peu plus d'envergure du côté de Mercedes, Valtteri Bottas a quitté, là, on en parlera tout à l'heure. C'est l'excellent jeune pilote George Russell, lui, qui coursait pour Williams. On sait que Russell a fait ses classes dans l'écurie Mercedes, donc il a grandi au niveau du karting. Il était dans le giron de Mercedes, donc c'est un petit peu logique de le voir succéder à Bottas. Il risque d'être un bon coéquipier pour Hamilton, il risque de le challenger peut-être un petit peu plus que Bottas, là. Oui, effectivement. Donc, ça va être en ça. On voit que c'est un jeune pilote en progression. Puis, comme tu dis, il était dans le giron de l'équipe, là. Donc, ce n'est pas un nouveau pilote qu'ils ne connaissent pas. Il savait, il préparait depuis longtemps à sa venue. Et Bottas, lui, tant qu'à ça, on va parler, il a remplacé le grand Kimi Raikkonen qui a finalement pris sa retraite, qui était avant avec Alfa Romeo. Raikkonen est parti et Bottas a pris sa place comme pilote de tête avec Alfa Romeo. Puis justement, ça a été intéressant les changements qu'on a pu observer chez Alfa Romeo. Eux aussi étaient pas mal l'écurie B de Ferrari. Là, on faisait beaucoup d'essais. Là, Alfa Romeo essaie de se distancier. On a eu un partenariat avec Sauber au cours de la dernière année. Donc, Ferrari n'est plus en contrôle de l'écurie. Valtteri Bottas est le pilote de pointe. Et là, c'est très intéressant, le pilote qu'on a amené pour succéder à Giovinazzi, qui était un Italien. On amène la jeune sensation, on va le dire, de Formule 2, Jian Guanyu Zhu, donc, qui est le premier pilote chinois qui va faire ses classes en Formule 1. Était en F2, a eu certaines expériences avec l'écurie Alpine. Là. Il agissait comme pilote de réserve par moment. Mais Zhu arrive avec une tonne de commanditaires chinois, donc c'est intéressant. Oui, il amène des bonnes liquidités puis une certaine stabilité financière à ce niveau-là. Là. Donc, c'est certain qu'il y a des bons appuis, puis ça fait en sorte que, comme il a été capable de prouver qu'il était capable de piloter, Alfa Romeo, il a dit on va te prendre tant qu'à prendre n'importe qui d'autre. C'est une belle chance, une belle opportunité pour lui, puis on a très hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Le dernier changement, un petit peu plus mineur aussi, c'est l'ancien pilote de Red Bull, Alexander Albon, qui fait son retour en Formule 1. On sait que ça avait été difficile. Son expérience avec Red Bull avait été tassée au profit de Sergio Perez, mais il vient remplacer George Russell chez Williams. Williams qui s'améliore, on va se le dire, par rapport à l'époque Lance Stroll. Il y a une certaine amélioration. On a vu les voitures en P2 un petit peu plus fréquemment. Donc, c'est positif. On va se lancer tout de suite dans les nombreux changements. On sait que c'est le nerf de la guerre pour l'année 2022. On en avait parlé dans notre édition l'année passée. Ça avait été un début de changement. Il y a eu quelques aspects importants qui avaient été modifiés. Là, c'est la transformation complète. On va y aller tout d'abord au niveau des Grands Prix. Ça va être une saison de 22 Grands Prix avec le retrait du Grand Prix de Sochi. Et très intéressant, je pense qu'on peut le voir à Montréal en ce moment. Là, il y a beaucoup de panneaux publicitaires pour promouvoir l'événement du 13 juin. Les billets partent d'une manière complètement folle. Je pense que ça va être plein à craquer. Ça va être un événement à ne pas manquer. Là, Montréal, la fin de semaine du 13 juin, ça fait plus de 2 ans que les Formule 1 n'ont pas roulé à Montréal. Donc, ça va être très, très intéressant de les voir de retour. Puis c'est important aussi de noter que les nombreux changements ont été appliqués aussi pour rendre le spectacle un petit peu plus intéressant. On veut augmenter les dépassements en course, on veut resserrer la parité entre les écuries. Oui. À peu près tout a été changé, sauf les moteurs. Là, les V6 turbo hybrides seront les mêmes jusqu'en 2026. Ouais. On va commencer par un aspect un petit peu moins qui touche un petit peu moins la voiture. Les 3 courses qualification de l'an passé, les courses sprint, d'Autriche, Brésil et Imola, mais elles deviennent maintenant des courses à part entière. De ton côté, comment avais-tu aimé ces événements-là? Là? C'est complètement différent, puis c'est le fun parce que ça nous permettait de voir
d'autres choses que de rendre le week-end plus intéressant. De Ouais. faire en sorte qu'un pilote qui peut avoir une bonne course, sans nécessairement avoir une bonne auto, avait des chances de se rendre plus loin que les 3 rondes de qualification du samedi. Donc, ça faisait en sorte que pour les amateurs qui venaient le vendredi, qui normalement sont les essais libres, mais ça faisait en sorte qu'ils voyaient des pilotes se pousser un peu plus. Et ça faisait que le samedi, c'était pas juste les qualifs, il y avait plus de courses. Donc, j'ai trouvé ça que c'était dynamique surtout pour les gens qui étaient sur place. Pour les gens à la télé, oui, ça nous donnait une occasion de plus de Un peu moins voir excitant, oui. des choses un petit peu différentes, mais pour ceux sur place, surtout qui venaient le vendredi, c'est là que ça faisait un changement. Puis ça a été concluant parce que les gens ont eu l'air de vraiment aimer ça, autant à la télévision que sur place, les 3 qu'il y a eu. Puis en choisissant seulement 3 courses sur 22, je pense qu'on n'étire pas la sauce. Là, on garde ça assez limité. Puis Exact. maintenant, le résultat de ces courses sprint-là vont amener des points aux 8 premiers pilotes et vont déterminer l'ordre de départ de la course. Donc, ça a vraiment un impact significatif sur les résultats de la fin de semaine. Exact. On va parler des réductions budgétaires aussi allouées aux équipes. Depuis 2021, ça avait été une coupe complètement franche et massive. On avait baissé la masse salariale des équipes à 145 millions. On est cette année à 140 et l'an prochain à 135. On est loin des 600 millions de Mercedes de quelques années, Ouais. mais c'est important de noter quand même que le salaire des pilotes et des 3 principaux dirigeants ne font pas partie de ça. Mais selon toi, est-ce que ça a l'effet de rendre un petit peu plus les ressources des équipes équilibrées ou on trouve des manières de contourner ça un petit peu? D'après moi, ça limite les meilleurs sans améliorer Ouais, les moins riches. Parce que les moins riches ne pourront pas dépenser plus s'ils n'ont pas les sous qui vont avec. La absolument. répartition des revenus aussi, ça fait en sorte que ça va être semblable. Donc, oui, c'est certain que les équipes de pointe, Red Bull, Ferrari, Mercedes, ne pourront pas dépenser sans compter. Mais ça ne fera pas, d'après moi, juste ce facteur-là ne fera pas en sorte que les équipes moins bonnes vont devenir meilleures. Ça va juste faire en sorte que les meilleurs investissent pas trop par rapport aux autres. Absolument, très d'accord avec ton point. Maintenant, les changements concrets au niveau de la voiture. Les nouvelles voitures sont complètement différentes. Elles sont belles, elles ont de la gueule, elles ont une apparence, mais ce sont des changements très stratégiques. On commence au niveau des pneus. On passe de pneus de 13 à 18 pouces. Ce sont les jantes et les pneus qui ont été grossis. Et on est maintenant à 6 cm de plus haut que l'année passée. Donc, c'est considérable pour la réduction du champ de vision des pilotes, là. Et la différence avec ceux-là, c'est qu'ils sont pleins. Vous allez voir, on va vous montrer dans une publication future les différentes voitures et vous allez voir la différence des pneus par rapport à avant. Les pneus sont pleins pour favoriser l'aérodynamique, tandis qu'avant, ils étaient creux. Donc ça fait vraiment une grosse différence sur le look, mais c'est aussi, comme tu l'as mentionné, l'épaisseur des pneus. C'est rendu maintenant des pneus beaucoup plus minces, mais avec des jantes qui ont pris énormément de volume. Donc ça pour en fait de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'adhérence. Puis j'espère que Pirelli vont avoir développé une bonne technologie parce que est-ce que les Ouais. pneus vont se dégrader plus vu qu'ils sont plus minces? Est-ce qu'ils vont être plus résistants? Pour le moment, on ne le sait pas. On n'a pas eu un aperçu complet. La prévision, c'était que les pneus surchauffent moins de cette manière, donc l'usure ne serait peut-être pas aussi rapide. C'est peut-être pour prévoir un petit peu moins de changements au puits. Là, on l'a vu l'année passée, les changements au puits, les changements de pneus étaient probablement la stratégie la plus déterminante dans les succès d'un pilote. Donc, c'est peut-être pour enlever un petit peu cet aspect-là. La On se voiture croise les doigts. sera plus lourde aussi de 40 kilos avec ces nouveaux pneus-là. Mais on a déjà entendu dire les pilotes que ça gênait beaucoup le fait Il y a beaucoup de d'avoir. pilotes qui se plaignaient du poids de l'auto. Tu l'as mentionné, en fait, c'est 48 kilos. Pour les gens, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand ton auto pèse seulement 750 kilos, passer de 752 à 790, ça fait une grosse différence. Puis Ouais. ils l'ont déjà dit, en fait, dans les essais libres, la voiture est vraiment plus lourde, puis elle sent. Donc, en même temps, ça a des bons côtés, mais il y en a qui n'aiment vraiment pas ça à date, là. Donc, on va voir On qu'est-ce en que ça va. reviendra à l'impact de ces changements-là un petit peu plus tard, mais
c'est comme le halo de sécurité. Au début, les pilotes n'aimaient pas. Finalement, on s'habitue. On a vu à quel point c'était c'était un petit note sur le halo, comment ça a sauvé des vies. Là. On a vu absolument. l'année passée Verstappen qui va sur l'auto à Lewis sans Ouais, le halo, il mourait. On a vu des probablement. accidents aussi. Donc, les pilotes, des fois, c'est des petites bébites qui n'aiment pas changer leurs habitudes. Ouais. Mais là, ils vont peut-être s'adapter encore Gros plus vite. changement aussi au niveau des ailerons avant, arrière. Ils sont plus simples, ils sont plus aérodynamiques. L'aileron avant a été conçu pour arrêter de renvoyer l'air vers l'extérieur. On veut avoir des entrées d'air compartimentées vers le dessous de la voiture. Donc, on pourrait le voir dans le design qu'on va publier un petit peu plus tard. Là, ce seront des ailerons verticales. On a plusieurs paliers d'ailerons. Ben, ça a pour but vraiment d'amener un petit peu plus une entrée d'air. Et sur l'aileron avant, on a les ailerons verticales qui sont vis-à-vis les pneus. Ben, c'est pour minimiser l'impact du changement de pneus pour avoir un effet un petit peu plus aérodynamique au niveau de la coupe d'air. Oui, ça frappe énormément. Ils sont 3 fois plus hauts que les ailerons avant. Donc, quand on va vous montrer un comparatif de avant et après, vous allez voir comment les ailerons avant sont beaucoup plus hauts qu'auparavant, exactement pour ce que tu as dit, pour favoriser l'écoulement d'air. C'est rendu le nerf de la guerre, ça. L'aileron arrière aussi a été simplifié. Le DRS peut toujours être présent, mais aura probablement moins d'impact comme la surface est plus petite. Toutefois, ça va faire moins de turbulences pour les voitures qui se suivent de près. On sait que c'est un effet majeur aussi, les turbulences lors d'un dépassement. Il y a aussi une standardisation au niveau de certaines pièces. Les équipes sont obligées maintenant d'avoir les mêmes suspensions, les mêmes freins aussi. Ouais. Donc, ça amène que les écuries ne peuvent pas avoir du matériel de meilleure qualité que les autres, là. Exactement. Ça fait en sorte que ils vont avoir les mêmes éléments pour se battre en piste, puis il n'y aura pas de favoritisme ou d'éléments de développement qui vont être propres à une écurie, qui vont leur donner un avantage certain. Comme tu disais, c'était vraiment pour faire en sorte qu'il y ait une uniformité au niveau des équipes sur certaines pièces qui faisaient une différence auparavant, là. Surtout les suspensions. Quand on va Ouais. sur les vibreurs puis des choses comme ça pouvait faire une différence. Puis il y en a qui étaient clairement plus avantagés que d'autres parce qu'ils développaient leur pièce. Là, ça va être égal à ce niveau-là. Un des changements les plus importants aussi n'est pas visible à l'œil si on regarde la voiture de côté ou de devant. Donc, c'est un travail qui a été fait sous la voiture. C'est l'installation de 2 diffuseurs sous la monoplace qui permettra de canaliser l'air et de réduire justement la perte d'appui. On veut que la voiture soit plus adhérente. Donc, ça va, en plus d'augmenter justement l'adhésion à la route, ça fait en sorte que la voiture est encore plus lourde à cause de ces 2 diffuseurs-là. Oui, parce qu'avant, on avait une obsession pour le fond plat Ouais. en Formule 1. Puis là, on s'est rendu compte que, ben, regarde, on ne pouvait pas garder le fond plat avec tous les autres changements qu'on imposait à la voiture. Donc, comme tu as dit, on a mis ces deux éléments-là en dessous de la voiture pour faire en sorte que l'air circule mieux et n'est pas nécessairement aller en dessous avec le fond plat comme il y avait avant. Un des facteurs déterminants aussi, mais c'est la présence de l'air sale, si on veut, hein, l'air qui sortait de la voiture. Mais par le passé, ces diffuseurs, l'absence de ces diffuseurs d'air-là faisait en sorte qu'une voiture qui en suivait une autre à une distance de 10 mètres et moins pouvait perdre 47 % de son appui au sol. Mais maintenant, avec ces diffuseurs-là, on baisse de 47 à 18 %. Donc, on contrôle beaucoup plus cette sortie d'air sale-là qui fait en sorte que la voiture perd de son adhésion à la route.
à la Il y aura piste. moins de Donc, tourbillons en arrière. C'est vraiment ça. Le but, c'est l'air qui sort en arrière. Comme des fois, exemple, quand on croise un camion ou quand on suit un camion, il y a de l'air qui tourbillonne en arrière. Puis ouais. c'est ça les changements qu'on discute en ce moment, c'est vraiment pour éviter ça, de faire en sorte que les rejets d'air en arrière aient moins d'impact sur l'auto du pilote puis sur les autos en arrière. Encore une fois, pour favoriser les dépassements et Ouais. une certaine concurrence entre les pilotes plus égale. Avant de parler de l'impact de ces changements, d'autres changements qui ont attiré ton attention dans cette entre-saison? Je dirais c'est des changements surtout esthétiques. On va en parler, mais des nouvelles couleurs, une C'est certaine important quand même, là, les couleurs et une l'apparence de la voiture. Là. modernisation des looks des autos. Parce qu'on regarde souvent la formule électrique, les autos, ils vont être plus coloré, plus diversifié. Puis c'est important aussi, oui, il y a le design des pièces, mais le fait en sorte qu'on puisse bien reconnaître les autos en piste ou que l'auto ait un impact au niveau visuel aussi, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose les écuries n'ont pas eu peur de renouveler leur image. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas nécessairement un niveau au changement de technique ou de design, du design de l'auto comme tel. Je Performance. Ouais. trouve que c'est quand même important de faire en sorte que les autos, les gens puissent les apprécier parce que en fait, c'est les gens qui y vont, c'est les gens qui les regardent, qui gardent l'industrie en vie. Puis si les autos sont plus belles, ben peut-être qu'il y a des gens qui vont plus s'y intéresser aussi. Donc, c'est un changement que moi j'ai perçu, que les autos sont plus belles qu'avant. Très, très bon point. Tous ces changements-là, ben, comme mentionné, ils ont été faits pour amener un petit peu plus de compétition en course. Ben, concrètement, ça fait que, surtout au niveau des ailerons, avec l'aérodynamisme, on veut que les voitures se suivent de plus près. Par contre, le phénomène d'aspiration ne sera peut-être plus aussi présent qu'avant. On sait que l'aspiration était notamment une part entière de l'application du DRS, là, lorsqu'on voulait dépasser une voiture et qu'on était en deçà d'une seconde de différence. Là, dans certains endroits de la course, on pouvait appliquer son DRS. Là, on changeait, si on veut, la formule de l'aileron. Ça nous permettait d'avoir une aspiration qui était supplémentaire. Ben, suite aux essais hivernaux et aux premiers essais libres de la première course à Bahreïn, Mhm. ben, les pilotes se sont rendus compte que ce n'est vraiment plus la même voiture que l'année passée. Lando Norris qui disait que c'était des changements intéressants, mais de son côté, il n'était pas trop sûr des effets. Il était content qu'on pouvait mieux suivre les voitures puisqu'on était plus lourd, mais la perte d'aspiration est un effet majeur. Donc, les pilotes ne sont pas certains si ces changements-là vont vraiment dynamiser le spectacle. Puis, en somme, je pense que tous les pilotes sont d'accord. Tu en as parlé un petit peu, oui, lorsqu'il y a des changements, les pilotes ont de la difficulté peut-être à s'adapter, certains plus que d'autres, mais ça a donné une voiture qui est beaucoup plus lourde et qui est beaucoup plus Large. difficile à piloter pour les pilotes. Là. Oui, exactement. Il faut qu'ils s'habituent. Vous le verrez quand on va vous partager les images. Il y a une nouvelle pièce qui a été rajoutée sur les roues avant, qui est un diffuseur d'air qui va presque par-dessus les roues avant. Il y a des pilotes qui se plaignent que ça bloque leur visibilité. Donc, les voitures sont beaucoup plus larges pour avoir un appui. Parce que vraiment, où est-ce qu'on voulait faire la différence, c'était dans les virages. Parce qu'on trouvait que les dépassements se faisaient trop dans les lignes droites. Puis comme tu as dit, grâce à l'aspiration, on pouvait l'utiliser comme un slingshot pour passer devant. Sauf que là, maintenant, avec les changements, la voiture est plus large, l'air diffuse mieux, mais ça va être en virage que ça va faire une différence. C'est ce qu'on voulait faire. Puis c'est là qu'on se rend compte, les pilotes qui aiment moins ça en virage, justement, parce que l'auto, on l'a dit, elle est plus lourde, plus large, un petit peu moins malléable qu'avant. Donc, ça fait en sorte que c'est sûr, c'est la première course. Ils vont s'habituer. Peut-être dans 5-10 courses, ils vont dire Ça va Oh, prendre du j'aime temps. tellement ça, les changements qui ont été faits au début. Hein. Mais là, à date, ça fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de critiques. Mais la plupart des pilotes disent Regarde, J'ai laissons-le. l'impression, j'ai l'impression que les pilotes qui font partie des écuries qui se sont le mieux adaptés
ont simplement entrevu le changement avec optimisme, puis ils sont ouverts. Puis les pilotes, on l'a entendu, Lewis Hamilton est toujours très critique envers sa voiture, donc faut s'y fier, oui et non, on y reviendra. Mais on a entendu un Lando Norris, un Charles Leclerc être positif parce que je pense que les écuries ont fait du bon travail. Évidemment, Red Bull a fait du très, très, très bon travail à ce niveau-là. L'autre côté, un Lance Stroll, peut-être qu'on a eu de la difficulté à. Le défi pour les écuries, c'est de trouver le bon point de balance entre l'apaisement de la voiture et le fait que la voiture rebondisse. Donc, c'est de trouver l'équilibre parfait pour que la voiture soit assez lourde, mais puisse avoir un bon rythme. Red Bull, Ferrari, c'est clairement mission accomplie. Mais Mercedes, on a des problèmes. Là. Et la majorité des gens ne sont probablement pas courants avec le phénomène de marsouinage. Mais le phénomène de marsouinage, et ça a été le mieux expliqué par l'ancien pilote Patrick Carpentier dans les derniers jours. Le phénomène de marsouinage, il le compare avec une balayeuse qui est très performante, mais lorsqu'elle arrive sur un tapis, qu'elle coince, qu'on n'est pas capable de bien la contrôler, la diriger, bien, c'est la même chose avec les voitures. Mercedes, actuellement, surtout dans les virages, tu en as parlé, et la voiture est trop lourde, elle colle à la route, elle n'est pas assez malléable. Donc, c'est un phénomène qui est complètement fascinant. Puis du côté des Aston Martin, ben, on colle aussi, mais notre voiture est juste moins performante que la Mercedes. Mais c'est pour ça que Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, puis les pilotes Mercedes, dit que les changements ont été apportés un peu pour diminuer la domination de Mercedes. Depuis, comme tu l'as dit, depuis 8 ans, c'est des champions du monde Mercedes. L'année passée, c'était Verstappen ou Hamilton. Avec les nouveaux changements, ça va faire en sorte qu'il peut avoir plus de surprises. Si les Mercedes sont moins dominants, les Red Bull vont être là, les Ferrari vont être là, mais encore lors des essais libres ce matin, on avait des Haas dans le top 8, on avait des Alfa Romeo dans le top 10. Ça fait en sorte qu'il va y avoir moins d'obligation de voir une Mercedes qui va dominer parce qu'au cours des années passées, les gens ils étaient peut-être un petit peu tannés de voir des Mercedes dominer, mais les changements, c'est pour ça qu'on a dit que ça va peut-être faire en sorte que... Ça fait en sorte que tout le monde est reparti au même niveau et on n'a pas le choix de se le dire qu'il y a certaines écuries qui ont mieux adapté leur design et leur construction hivernale mieux que d'autres. Puis Mercedes, en ce moment, ne fait pas partie de celles qui ont le mieux réussi leur changement. Le fait de coller à la course, à la piste, pardon, c'est un réel problème, là, ce phénomène de marsouinage-là. Donc, je pense que dans les premières courses, on va voir, oui, des Red Bull, on va voir des Ferrari vraiment en avant-plan. Probablement certaines voitures qu'on n'attend pas qu'on va voir de temps à autre. Mais je pense qu'après certaines courses, un 5-6 courses, les principales écuries, donc Mercedes, peut-être pas Aston Martin, mais Mercedes va réussir à régler ce problème-là. Puis là, la Mercedes risque d'être la voiture la plus dominante. Est-ce qu'il va être trop tard au championnat des pilotes? Bien, c'est ce qui donne un excitement certain pour cette saison-là. Est-ce que Mercedes va partir trop tard? Mais ils vont pas partir trop tard, mais en cours de saison, la voiture qui commence la saison puis celle qui a fini, bien souvent, n'est pas la même du tout. Puis comme on l'a mentionné en début de podcast, il y a 3 pièces en fait qui n'ont pas été changées. Le volant, les pédales puis le moteur. 98% de l'auto a été changé. Donc, comme tu l'as mentionné, certaines équipes ont été capables de créer leur voiture qui semble être un peu plus ajustée, par exemple au Grand Prix de Bahreïn ou du Bahreïn ou à d'autres Grands Prix qui sont tel type de course, puis Mercedes ne le sont pas encore. Puis ils vont avoir quelques courses pour s'ajuster. Ils font toujours des ajustements en cours de route. Donc, toutes les écuries vont pouvoir le faire. Est-ce que Mercedes vont être capables de le faire? Pour répondre à ta question, moi, je pense que oui, parce que l'expertise technique derrière cette écurie-là est très présente. Là. Absolument. Ça commence
aujourd'hui, samedi le 19, avec les qualifications. On poursuit ça demain le 20 avec la course. On va avoir une saison extraordinaire. Les changements, moi, je les perçois d'un bon œil. Je pense que ça va être difficile, par contre, on va être très honnête, là, ça va être difficile d'avoir une course aussi excitante et serrée que l'année passée. Si c'est le Oui. cas, tant mieux. Mais aujourd'hui même, c'est très difficile de dire. Je pense que c'est la saison. L'année passée, on pouvait se dire c'est Verstappen ou Hamilton. Cette année, c'est beaucoup plus difficile de dire d'avoir une prédiction Va gagner. honnête de qui va gagner. Je pense qu'à la mi-saison, on devrait d'avoir une meilleure idée, mais c'est très ouvert, puis c'est ce qui rend la saison d'autant plus excitante, là. Puis pour la diffusion, juste un petit mot là-dessus avant de conclure sur ce sujet-là. Pour ceux qui regardent à RDS, je ne sais pas si toi tu es du même avis que moi, mais l'ajout de Patrick Carpentier C'est fait majeur. tellement une différence. Avant, depuis 20 ans, on avait Bertrand Houle et Pierre Roud ils ont des connaissances vraiment impeccables, mais ils n'ont jamais été dans le feu de l'action. Patrick Carpentier, avec l'ajout à l'équipe de RDS, moi, j'adore ses interventions. Il est tout le temps pertinent. Puis, ça fait une grosse différence. Des comparaisons qui aident les gens à mieux comprendre l'univers de la F1, notamment le cas avec le phénomène de marsouinage, puis la comparaison avec sa balayeuse, que j'avais particulièrement aimé. Mais oui, ça amène un dynamisme très rafraîchissant à la diffusion de la Formule 1 à RDS. Donc, moi, c'est à ce poste-là que ça se passe. J'invite les gens, évidemment, à regarder les courses de F1, mais ça passe par les petites choses. Pour certaines personnes, regarder une course complète, ça peut peut-être être un petit peu beaucoup, mais regarder des segments, que ce soit juste le départ ou les dernières minutes, c'est déjà une bonne base de ce qui peut se passer. Les qualifications, si on ne veut pas regarder la course au complet, on regarde souvent la P3, la troisième phase qui est plus excitante. Donc, il y a moyen de regarder et de consommer des courses de Formule 1 sans avoir à être trop longtemps devant notre téléviseur. Parce que la beauté des courses de Formule 1, c'est qu'ils sont limités dans le temps aussi. Donc, on peut timer nos choses. On peut regarder, comme tu disais, on sait que, exemple, des fois, 20 minutes après la diffusion, c'est le départ. On peut regarder le départ, regarder des courses et on n'est pas obligé de rester 2 heures devant notre télé. Il y en a qui peuvent le faire. Parfois, c'est très amusant quand c'est des bons grands prix. Mais on prend ce qu'on peut, on regarde ce qu'on peut. Puis, juste le fait de voir ça, de voir les pilotes se battre en course, voir les nouveaux changements, les nouveaux circuits, etc., ça va faire en sorte que la saison va être excitante, peu importe comment on la regarde. J'invite les gens à se familiariser avec la série Drive to Survive, comme mentionné en début. C'est très, très excitant. Puis, nous allons partager sur la page Facebook du Temps d'arrêt, justement, ce petit document mis au point par mon analyste F1, Guillaume, qui a gracieusement fait image des changements, justement, des monoplaces. Donc, je vous invite à aller regarder ça sur la page Facebook. Guillaume, je te remercie beaucoup pour ton analyse, ton intervention. C'était un gros chantier pour préparer cette entre-saison-là. On a été quand même, je pense qu'on a réussi à faire un bon tour d'horizon. Puis, les gens qui sont à l'écoute vont avoir une bonne idée de ce qui se passe pour le début de la saison 2022. Alors, un gros merci à toi, là. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés ou regardés. Puis, bonne saison de F1. Merci à tous d'avoir été présents. Bonne saison à tout le monde et bonne course.